sur la crise climatique et le féminisme. Je m'appelle Yildiz Temur Turkan, j'habite en Turquie. Je suis coordinatrice internationale de la Marche mondiale des femmes. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés de plus en plus à la crise climatique, où que l'on se trouve sur la planète. Et puis, il y a cette idée de militarisation de la crise climatique et nous souhaitons plutôt accorder la priorité aux personnes qui sont les plus touchées par ce phénomène. Et nous essayons de comprendre les causes sous-jacentes de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, justement pour pouvoir y répondre, pour pouvoir la résoudre, cette crise. Le changement climatique est malheureusement perçu comme une question de sécurité par les gouvernements qui sont responsables de cette crise. C'est On a commencé notamment la réunion. le cas des pays du Nord. Je demanderai à toutes les personnes qui ne sont pas en train de parler, s'il vous plaît, de bien vouloir couper votre micro pour éviter les bruits de fond. Françoise, est-ce que vous pourriez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Voilà, donc un petit rappel à toutes les personnes ici présentes. Est-ce que vous pourriez vraiment couper vos micros quand vous ne parlez pas pour éviter justement les bruits de fond? Donc, comme je le disais, la crise climatique est malheureusement perçue comme une question de sécurité par les pays les plus riches au monde. C'est notamment le cas des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, du Canada. Ces pays ne parviennent pas à réduire les émissions de CO2, leurs émissions de CO2, mais ils élaborent des plans de sécurité climatique. Mais la question qu'on pose aujourd'hui, c'est la sécurité de qui est au centre de ces plans? Ce n'est pas la sécurité de la majorité des personnes touchées par le changement climatique. Au contraire, les personnes qui sont touchées par la crise climatique sont présentées comme des menaces à leur sécurité nationale. Donc, c'est un problème qui ne peut pas être résolu via la militarisation, le nationalisme, via des politiques néolibérales, néocoloniales. Donc, nous avons des propositions, nous défendons la justice climatique et nous nous opposons à cette notion de sécurité climatique portée par des gouvernements qui sont les gouvernements des pays pollueurs, des principaux pollueurs dans le monde. Alors, ces stratégies de sécurité climatique, elles considèrent donc les victimes du changement climatique comme des menaces et n'estiment pas que les solutions au changement climatique et donc les solutions au changement climatique ne vont pas émaner de ce concept de sécurité climatique. Nous portons le concept de justice climatique. Et nous pensons que la justice climatique, c'est possible à condition que cela s'accompagne du féminisme. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette question aux côtés de nos sœurs d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et de la région Asie-Pacifique. Nous avons décidé de nous réunir en tant que marche mondiale des femmes de cette région parce que c'est l'une des régions du monde qui se trouve les plus affectées par les conséquences du changement climatique, les conséquences de cette crise climatique. Donc, nous allons aborder ces conséquences aujourd'hui, nous allons les rendre visibles
Nous allons entendre des sœurs de différents pays, d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Après un tour de parole avec les différentes intervenantes, nous aurons une discussion avec l'ensemble des personnes ici présentes, donc une discussion ouverte. Vous avez également la possibilité de visionner l'enregistrement de cette discussion après coup. Alors, notre première intervenante est Nalini Ratnaraja du Sri Lanka. Nalini, est-ce que tu pourrais te présenter? Et puis, voilà, on t'écoute. Merci, bonjour tout le monde. It was not clear, so I joined from the mobile. So I am Nalini. Alors, je me connecte à partir de mon téléphone. J'espère que ça va fonctionner. Je m'appelle Nalini, je suis défenseuse des droits humains. Je suis basée au Sri Lanka. Je travaille dans ce domaine depuis 23 ans. Je défends les droits des femmes et les questions en lien avec les droits des femmes, y compris justement la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique, il touche vraiment de plein fouet les femmes au Sri Lanka. Elles sont victimes des tsunamis, des typhons, des glissements de terrain, des inondations. Les femmes et les filles sont très touchées par ces catastrophes naturelles. Donc, je vais vous parler un petit peu de la façon dont le changement climatique touche les femmes et les filles au Sri Lanka et j'ai également préparé des recommandations. Alors, la crise climatique est l'un des principaux enjeux de notre époque qui met en péril la survie même de l'humanité, les moyens d'existence, la sécurité et la sûreté des femmes et des filles. Et il est temps de parler des effets du changement climatique et le lien avec l'appauvrissement des femmes et la nécessité de mener une action au niveau mondial. L'Asie du Sud-Est est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Nous voyons ces effets et sa prise d'ampleur au quotidien, en particulier ces dernières années. Les preuves du changement climatique ont été documentées dans la région. On voit une augmentation du nombre d'événements météorologiques extrêmes. Ces effets du changement climatique rendent la vie plus difficile pour les populations, alors que les femmes sont chargées, par exemple, d'aller chercher de l'eau pour laver les vêtements, l'eau potable, l'eau de cuisine. Il y a une distribution inéquitable des tâches entre les femmes et les hommes, ce qui fait que les femmes sont particulièrement touchées par les effets de changement climatique et les répercussions post-catastrophes naturelles, par exemple les inondations ou les sécheresses, qui rendent difficile pour les femmes d'aller chercher de l'eau. Et cela signifie qu'elles passent plus de temps à ces activités au détriment d'activités rémunérées. Et puis, les femmes ont moins accès aux ressources naturelles dans de nombreuses régions. Les femmes, comme je l'ai dit, sont responsables d'aller chercher de l'eau et le secteur de l'agriculture est un des secteurs d'activité clés pour les femmes à bas revenus ou à revenus intermédiaires. Et en tant que travailleuses agricoles, les femmes ont plus de mal à dégager un revenu, à avoir accès aux ressources naturelles. Et puis, il y a une aggravation des inégalités politiques et économiques en raison du changement climatique. Les femmes et les filles sont de plus en plus vulnérables aux formes de violences sexistes, y compris les violences sexuelles en situation de conflit, les mariages précoces. Et la situation au Sri Lanka est la même qu'ailleurs. Les femmes sont moins susceptibles en cas de catastrophe naturelle de survivre.
Et puis, elles n'ont pas forcément autant accès à l'information, à la mobilité, à la prise de décision, aux ressources naturelles, à la formation. Et donc, les femmes et les filles their livelihood, well-being, and risk sont en plus grande difficulté, ont plus du mal à dégager des moyens de subsistance et être mieux préparées à faire face à d'autres catastrophes naturelles. Donc, elles sont vraiment particulièrement touchées par ces effets du changement climatique qui affectent également leurs droits reproductifs et la possibilité mmh, d'avoir accès à la contraception ou à tout ce qui est en lien avec la santé sexuelle et reproductive des femmes. La liberté de choix des femmes est déterminée par les valeurs et les normes patriarcales dans notre société. Il y a également la question de l'insécurité alimentaire, la question de la pauvreté, qui sont des aspects de la vulnérabilité liée au changement climatique. Et puis, il y a la militarisation de la situation dans notre région, notamment au Sri Lanka. Dès qu'il y a des inondations, des glissements de terrain ou autres, il y a l'armée qui est mobilisée pour venir en aide aux personnes touchées, en particulier les femmes et les filles. Et cela ajoute une nouvelle couche de danger avec la possibilité d'agression sexuelle, de viol dans ce type de situation. Donc, nous avons des recommandations pour s'attaquer à ces points, utiliser les plateformes régionales existantes et créer des échanges de bonnes pratiques, de savoir entre les pays, entre les régions, sur les initiatives qui permettent de répondre au changement climatique, favoriser la coopération. Favoriser la coopération entre différents secteurs. Cela, Nalini, can you speak slower for Nalini, interpretation? Yeah. pourrais-tu parler un petit peu moins vite, s'il te plaît? I was like in a hurry to finish it, to say what am I planned to say. It can be used effectively to promote inclusive development and address gender and Il s'agit de ethnic favoriser inequalities un modèle de through développement inclusif qui diversity. permette de lutter contre les inégalités sociales, les inégalités entre les sexes dans la région. Il s'agit également d'améliorer les mesures de coopération dans la lutte contre le changement climatique et vraiment favoriser l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la possibilité pour elles de faire face au changement climatique. Les pays de la région doivent échanger leur expérience, leur savoir, leur sagesse, leurs meilleures pratiques en la matière, notamment en ce qui concerne les luttes contre le changement climatique et les initiatives liées à l'égalité des sexes. Le Sri Lanka a été confronté à de nombreuses catastrophes naturelles ces dernières années, des inondations, des glissements de terrain, des typhons. Et il faut apprendre de son expérience et ainsi être à même de protéger la population. Et pourtant, les femmes ne sont pas incluses dans la conception ou la mise en œuvre des programmes. Il y a également des cas d'inondations régulièrement au Pakistan depuis des années. C'est également le cas en Inde. Mais ces pays n'apprennent pas les uns des autres et n'apprennent pas de leur propre expérience. Donc, c'est une expérience qui pourrait être source d'enseignement, mais nous n'en tirons pas justement les enseignements. Et puis, il y a la question du processus de prise de décision. Les femmes ne sont pas incluses dans la prise de décision politique. Elles ne sont pas représentées, elles ne sont pas incluses. La voix des femmes doit être entendue. Les femmes doivent être incluses dans le processus de prise de décision. Il faut qu'elles aient accès aux ressources naturelles, au financement, à l'eau, aux technologies. Cela les rendra plus à même de faire face au changement climatique. Facilities are coming up. Yeah, Women should be taught Les femmes doivent
être mieux armés pour savoir comment répondre au changement climatique. Les pays d'Asie du Sud-Est doivent affecter plus de fonds à la lutte contre le changement climatique plutôt que d'investir dans la militarisation. Il ne s'agit pas d'investir davantage dans l'armée au nom de la sécurité nationale. Il s'agit de protéger les femmes et les filles en tant que membres de la population. Mais qui est la nation? De qui on parle quand on parle de sécurité nationale, comme l'a dit Yildiz? On ne parle pas de la sécurité des personnes qui perdent leurs moyens de subsistance ou qui perdent la vie dans ces catastrophes naturelles. Donc, il faut que nous nous fassions entendre, y compris à l'initiative de la Marche mondiale des femmes. Nous avons besoin de plus de discussions et nous devons nous réunir. Nous devons travailler main dans la main, nous faire entendre de manière unie, car les femmes, les filles protègent cette planète. Nous voulons un changement de système, pas un changement climatique. Je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Et puis, je vais poursuivre la discussion sur Facebook. Merci. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation. Tu nous as bien aidé à réaliser donc, la réalité. On a compris grâce à toi à quel point les mouvements relatifs à la justice climatique sont importants dans la région et qu'il faut trouver des solutions, de réelles solutions. Également important d'accorder du temps à tous ces processus de négociation. Nous faisons partie des mouvements de la justice climatique en tant que Marche mondiale des femmes au niveau international. Donc, nous cédons maintenant la parole à notre prochaine oratrice. Il s'agit de Bushra Khalif. Il s'agit de la directrice exécutive de Women in Struggle for Employment, à savoir Femmes en lutte pour l'émancipation. Elle est également membre du comité international de la Marche mondiale des femmes. Et Bushra travaille également avec les mouvements sociaux et les luttes pour les droits humains, et ceci depuis 20 ans. Elle présentera le cas du Pakistan après les inondations de 2022. Elle présentera exactement les impacts de ces inondations sur les femmes et les filles, de même que les alternatives féministes pour aborder et traiter la crise climatique. Elle appelle à une solidarité internationale pour faire face aux impacts négatifs de ces inondations. Elle nous parlera donc d'alternatives féministes, et ce pour aborder au mieux cette crise climatique et y faire face. Bushra Khalif, à toi la parole. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié donc vos efforts pour tout ce qui est fait en ce qui concerne la justice climatique. Donc, au cours des 20 dernières années, le Pakistan s'est régulièrement classé parmi les 10 pays les plus vulnérables selon l'indice de risque climatique, et ce, avec 10 000 décès dus à des catastrophes liées au climat, résultant de 173 événements météorologiques extrêmes. Donc, vous savez qu'il y a eu une grosse inondation en 2022, mais bien avant les récentes inondations dévastatrices de 2022, le Pakistan était au milieu d'une terrible canicule. En effet, les températures dépassaient les 120 Fahrenheit dans certaines parties du pays. Il s'agit de la canicule la plus élevée durant les longues dernières années. Donc, la canicule a provoqué des inondations glaciaires massives. De plus, ces températures caniculaires ont endommagé des vergers entiers
et nuit à la production de blé dans tout le Pakistan, de même que d'autres cultures importantes au Pakistan, ce qui a un impact négatif, bien sûr, sur les moyens de subsistance de nombreux petits agriculteurs et petites agricultrices, de même que les communautés autochtones, rendant des terres autrefois arables inutilisables pour l'agriculture dans certaines régions du pays. Le pays est de plus sous la menace d'une insécurité alimentaire et hydrique. Malheureusement, ce n'est plus seulement une menace, mais une réalité pour le Pakistan. Si l'on ajoute à cela une inflation galopante et l'instabilité politique persistante, recipe of complete disaster. There are il existe des risques de conflits liés au climat pour les ressources telles que l'eau, qui sont devenues rares en raison des effets du changement climatique. De plus, la canicule actuelle a provoqué une grave crise de l'eau dans le Sindh, entraînant des tensions interprovinciales avec le Punjab, et il n'est pas certain qu'une solution soit en vue et que d'autres provinces également puissent en souffrir d'eux-mêmes. Et après avoir connu les mois les plus chauds depuis des décennies au printemps, des inondations meurtrières ont frappé le Pakistan en juin, laissant un tiers du pays sous les eaux. Le pays, en effet, connaît actuellement l'une des pires catastrophes environnementales au monde, car plus de 1500 personnes, par exemple, sont mortes et 33 millions ont été touchées. 325 000 maisons ont été détruites et 735 000 têtes de bétail ont été perdues, de même que 2 millions d'acres de culture ont été endommagés. Des millions de personnes sont devenues sans abri et manquent d'eau potable, de nourriture et de fournitures médicales. De plus, les conditions sanitaires se sont détériorées et les maladies constituent une menace sérieuse. 4 millions d'enfants déplacés risquent de mourir de maladies telles que le choléra, la typhoïde et la dysenterie résultant de la pollution de l'eau et du manque d'assainissement. J'aimerais également vous montrer maintenant des impacts directs des changements climatiques sur les femmes. Les femmes, en particulier les chefs de famille et les femmes enceintes, sont confrontées à certaines des menaces les plus graves. Elles ont moins accès au secours et à l'aide, car les efforts de secours du gouvernement et les organisations d'aide ne répondent souvent pas à leurs besoins spécifiques. Les femmes enceintes victimes des inondations sont actuellement en danger en raison du manque de services et de fournitures médicales. En outre, les femmes et les filles des régions inondées souffrent de sous-nutrition et de malnutrition, d'anémie, de manque d'hygiène et d'assainissement et sont plus vulnérables aux maladies que les hommes. Il s'agit sans aucun doute d'un phénomène inhabituel pour un pays habitué aux inondations fluviales, comme ce fut le cas lors des super inondations de 2010. Mais les destructions actuelles ont attiré l'attention des médias que lorsqu'un hélicoptère de l'armée en mission de secours et de sauvetage, avec du personnel de haut niveau à bord, s'est écrasé et que le bilan a dépassé les 100 morts. Les pertes économiques sont estimées à environ 28 milliards de dollars américains pour reconstruire les vies, les moyens de subsistance et les infrastructures. Les inondations catastrophiques sans précédent au Pakistan sont un signal d'alarme pour les gouvernements et les institutions internationales sur la nécessité d'élaborer une réponse mondiale au fardeau disproportionné du changement climatique sur les nations du Sud. Il est également essentiel que nous reconnaissions qu'il n'existe pas de politique climatique nationale. Voilà pourquoi il faut réorienter les politiques pour s'attaquer au capitalisme, au militarisme, à l'extractivisme et au néolibéralisme, à l'iniquité des politiques commerciales et fiscales et prendre des mesures énergiques pour réduire notre contribution aux émissions de carbone qui ont un impact disproportionné sur le Sud.
ce qui concerne les impacts de la crise climatique sur les femmes marginalisées, c'est à citer, bien sûr, car l'inégalité entre les genres et le changement climatique sont étroitement liés. En raison de leurs rôles et statuts sociaux différents et inégaux, les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée. Les défis pour les femmes se poursuivent bien après la catastrophe, car de nombreuses femmes et jeunes filles sont exposées à un risque élevé de violences sexistes, d'abus sexuels et de harcèlement, et ce même dans les camps de secours et les abris mis en place pour les victimes des inondations. Les besoins des femmes en matière d'hygiène et d'assainissement sont également très préoccupants, car ces refuges sont souvent peu hygiéniques et ne disposent pas de toilettes adéquates, d'eau potable ou de nourriture. Donc, ces jeunes femmes et filles font l'expérience de l'insécurité et de l'incertitude en raison du changement climatique d'une manière qui est propre à leur âge, à leur sexe et à leur statut dans leur communauté et leur famille. En particulier, les filles risquent d'être retirées de l'école pour aider aux tâches domestiques supplémentaires et pour alléger la charge financière que les ménages doivent supporter en raison de ces inondations. Donc, lorsqu'un pays comme le Pakistan, qui occupe l'avant-dernier rang mondial en termes de parité homme-femme, est confronté à des catastrophes d'origine climatique telles que des inondations, les inégalités entre les sexes ne font que s'aggraver et les malheurs de millions de femmes et de jeunes filles qui se battent constamment pour leur droit à une éducation, une santé et des opportunités économiques adéquates dans une société essentiellement dominée par les hommes. Donc, voici juste quelques effets qu'on a dans notre région tirés de différentes ressources. Donc, voilà pourquoi donc, je vais vous parler maintenant de certaines interventions d'ordre féministe. En ce qui concerne le changement climatique, il ne s'agit pas seulement d'intervention contre la pollution, mais là, on parle vraiment de changement climatique au niveau international. Donc, il est urgent de remettre en question les politiques générales d'adaptation et d'atténuation, car elles renforcent les structures de pouvoir capitaliste, colonialiste et patriarcal et marginalisent davantage les populations et les communautés déjà vulnérables. La catastrophe a catalysé les appels à des réparations climatiques pour les pertes et les dommages, car les communautés qui contribuent le moins au changement climatique continuent de souffrir le plus. Donc voilà pourquoi il faut modifier les politiques qui sont particulièrement centrales. Donc en ce qui concerne les interventions féministes, donc en gardant à l'esprit l'interconnexion entre la disparité économique, le racisme environnemental et le changement climatique, nous, les féministes, devons explorer des possibilités où tout le monde a le droit à un environnement sûr et propre. La crise climatique actuelle aggrave les inégalités entre les genres. Il est donc urgent de remettre en question les politiques générales d'adaptation et d'atténuation, car elles renforcent les structures de pouvoir capitaliste, colonialiste, etc. Et cela est important pour ne pas marginaliser encore plus ces communautés déjà les plus vulnérables. La catastrophe a catalysé les appels à des réparations climatiques pour les pertes et les dommages, car les communautés qui contribuent le moins au changement climatique continuent à souffrir davantage. L'engagement de 100 milliards de dollars américains pris dans le cadre des accords de Paris n'a toujours pas été honoré, hélas. Par conséquent, les pays du Nord doivent reconsidérer leur approche des pertes et dommages et prendre des mesures urgentes pour fournir des réparations climatiques et financer en fait l'adaptation au climat des communautés à risque qui subissent le poids du changement climatique malgré leur faible empreinte carbone. De même, des initiatives globales de justice en matière de dette devraient être lancées pour les pays du Nord, au lieu d'un allègement temporaire, d'une suspension du paiement de la dette. Pour le moment, ces pays méritent l'annulation de leurs dettes légitimes.
Les mouvements féministes devraient appeler donc les gouvernements à mettre en place des initiatives climatiques régionales tenant compte des spécificités de chaque genre, de chaque sexe, afin de lutter contre le changement climatique. Nous devons donner la priorité au leadership des femmes et adopter un programme féministe de justice climatique qui offre des solutions transformatrices, expansives et holistiques. Nous devons nous concentrer sur ces solutions climatiques juste du point de vue du genre, qui vise à atténuer le changement climatique, à s'y adapter, à remédier aux pertes et dommages ou à assurer une résilience globale, et ce tout en veillant à ce que, dans son processus et son impact, le travail soutienne la redistribution systémique du pouvoir, des opportunités et de l'accès pour les personnes de tous les genres, en veillant en particulier à ce que les activités ne renforcent pas les normes sexospécifiques nuisibles. Par exemple, le financement du climat devrait être dirigé par les personnes qui s'identifient comme des femmes ou des filles, menant des actions féministes pour la justice climatique. Les projets qui impliquent les femmes en tant que bénéficiaires en matière de gestion agricole, mais qui ne traitent pas des droits légaux des femmes, de l'accès à la terre et de la propriété foncière. Enfin, ce n'est pas le moins important, de meilleures relations avec les voisins immédiats avec lesquels le Pakistan partage la géographie, y compris l'Inde, sont nécessaires pour que des solutions collectives au niveau régional soient recherchées et mises en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir donné donc cette opportunité de partager mon expérience. Je vous en suis très reconnaissante. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et également pour avoir donc partagé des solutions en termes de justice climatique. Merci beaucoup. Donc, Bushka pourra partager cette expérience du Pakistan et de la région. Bien sûr, nous comprenons à quel point il est difficile d'instaurer donc une justice climatique, surtout dans la région. Il est temps maintenant d'appeler à la démilitarisation au niveau régional et national. Donc, il est très important de continuer dans cette lancée. Voilà pourquoi il est important de faire un appel à la démilitarisation, car ça fait partie des solutions en ce qui concerne la crise climatique. Maintenant, nous avons une sœur des Philippines. Il s'agit donc de Jean Enriquez. Elle est la coordinatrice nationale de la Marche mondiale des femmes aux Philippines et a fait partie du comité international de la Marche mondiale des femmes, et ce de 2009 à 2014. Nous sommes tous deux originaires de Galice et j'ai terminé donc mon mandat au Brésil. Nous avons donc travaillé ensemble. Elle est actuellement membre suppléant du Conseil international pour l'Asie. Elle est également directrice exécutive de la Coalition Against Trafficking in Women de la région d'Asie-Pacifique. Elle parlera de l'analyse féministe de la crise climatique, de la manière dont celle-ci est aggravée par l'intrusion néocoloniale, et elle proposera bien sûr des solutions féministes pour faire face à cette crise climatique, pour défendre les vies également contre ces attaques. À toi la parole. Merci beaucoup. Merci, Yélis. Alors, je voudrais vous montrer quelques photos au début de ma présentation et je vous en présenterai également à la fin. Alors, ce qu'ont dit les sœurs avant moi, eh bien, je partage tout à fait leur analyse. J'espère que tout le monde voit le PowerPoint. Je vais essayer d'activer le plein écran. Alors, les Philippines, elles sont un petit peu considérées comme le canari dans la mine. Pourquoi? En fait, en Asie-Pacifique, nous souffrons des conséquences avant le reste du monde.
En 2013, nous avons perdu plus de 6300 vies à cause du typhon Haiyan. Avant, il y a eu le typhon Ketsana qui a inondé et tué des centaines de personnes dans le métro de Manille. Après Haiyan, il y a eu Meranti en 2016, Goni en 2020, Surigay et Rai en 2021. On a été confrontés aux typhons les plus violents des dernières décennies. Et en fait, l'atténuation des risques a été une mode parmi les interventions et a progressé, réduisant le nombre de victimes. Mais les causes profondes de la crise climatique doivent être encore vraiment réglées par les ONG internationales et l'État. Les populations continuent de perdre leurs maisons, leurs récoltes et leurs moyens de subsistance. Les femmes sont victimes et continuent d'être vulnérables à la traite et à la prostitution en raison de cette situation. Notre organisation, la Coalition contre la traite des femmes en Asie-Pacifique, a été à l'avant-garde de la prévention, de la réponse et la reprise. De même, l'élévation du niveau des mers entraîne l'acidification des récifs coralliens et cela pourrait entraîner une réduction de 50% des prises de pêche. Aux Philippines, le niveau de la mer augmente 2 fois plus que la moyenne mondiale, ce qui a entraîné le déplacement de populations des zones côtières. Comme nous le savons, si l'augmentation des températures mondiales dépasse les 2 degrés, la production agricole va s'effondrer et les pandémies vont être plus fréquentes. Le modèle industriel d'extractivisme, de productivité pour enrichir une poignée de personnes est la principale cause du problème. Nous devons remplacer le capitalisme qui s'est traduit par l'appropriation patriarcale de la nature, de la vie des femmes. Et nous devons remplacer également son modèle de croissance illimité, fondé sur la recherche du profit illimité. Alors, mon PowerPoint a disparu. Est-ce que vous avez vu les premières photos? J'espère que ça fonctionnait pour tout le monde. Donc, comme je le disais, nous devons remplacer le système capitalisme qui s'est traduit par l'appropriation patriarcale de la nature, des femmes, de la vie des femmes. Et nous devons nous remplacer son modèle de croissance illimitée euh, basé sur une quête de profit illimité. Nous devons nous acheminer vers un nouveau système participatif qui s'attaque aux inégalités et qui recherche une harmonie entre les personnes et la nature. Nous avons besoin d'un système qui associe protection du climat, protection des droits humains et qui assure la protection des communautés les plus vulnérables, que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs, agricultrices, travailleurs, travailleuses, pauvres des villes et qui reconnaissent les droits des peuples autochtones. La terre et les ressources naturelles ne peuvent soutenir les besoins de consommation et de production de ces sociétés industrialisées mondialisées. Nous avons besoin d'un nouveau système qui réponde aux besoins de la majorité et non de la minorité. Et pour aller dans cette direction, nous avons besoin d'une redistribution de la richesse qui est maintenant contrôlée par 1% de la population. En retour, cela nécessite une nouvelle définition du bien-être et de la prospérité pour toute vie sur la planète, dans les limites et en reconnaissant les droits de la terre et la nature. Actuellement, la situation aux Philippines est de plus en plus grave en raison de l'agression de la Chine dans le développement avec le projet du barrage de Kaliwa dans les montagnes de la Sierra Madre qui va déplacer 1400 familles autochtones et inonder des aires protégées. La chaîne de montagnes a été notre principal moyen de défense contre les super typhons tels que Noru il y a à peine 20 jours. Et puis, la Chine consomme plus de charbon que le reste du monde réuni et elle est le principal émetteur de gaz à effet de serre avec 30% des émissions mondiales. Il faut que les pays du Nord reconnaissent leurs responsabilités. Il y a une obligation vraiment des États et des multinationales de répondre de leurs actes. Il faut que les accords relatifs au changement climatique soient contraignants si on souhaite vraiment limiter l'augmentation de la température de la planète à 1,5 degré. Il faut laisser plus de 80% des réserves connues de combustibles fossiles dans le sol, sous le plancher océanique. Il faut s'éloigner de l'extractivisme des ressources, interdire toute nouvelle exploration, toute nouvelle exploitation du pétrole, des sables bitumineux, du schiste, du charbon, de l'uranium, du gaz naturel, y compris les infrastructures de pipeline
comme Keystone XL. Il faut accélérer le développement, la transition équitable vers des alternatives avec des énergies renouvelables, l'énergie éolienne, solaire, géothermique, marémotrice, en donnant un plus grand contrôle public et communautaire. Aux Philippines, nous résistons à la privatisation des coopératives électriques. Avec la direction de Centro, une centrale syndicale de 100 personnes aux Philippines, nous demandons à récupérer l'industrie électrique pour la propriété privée. Ces 20 dernières années ont vu l'échec de la loi de privatisation de l'électricité. La section femmes de Centro fait partie de la Marche mondiale des femmes aux Philippines. Il faut promouvoir la production et la consommation locale de biens durables pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population et éviter le transport de biens qui peuvent être produits localement. Il faut stimuler la transition d'une agriculture industrialisée et orientée vers l'exportation pour un marché mondial et nous acheminer vers une production communautaire qui réponde aux besoins alimentaires locaux, qui soit fondée sur la souveraineté alimentaire. Il faut adopter des stratégies zéro déchet, recycler, éliminer les déchets et moderniser les bâtiments pour économiser l'énergie liée au chauffage et à la climatisation. Il faut améliorer et développer les transports publics pour déplacer les personnes et les marchandises dans les centres urbains et entre les villes des régions urbaines grâce à des trains efficaces. Dans ce contexte, aux Philippines, Centro se bat également pour une transition énergétique juste dans le secteur des transports publics, en liant la lutte des conducteurs de jeepney pour de meilleures conditions de travail à la nécessité d'une aide gouvernementale pour la transition vers des moteurs de véhicules plus propres. Les jeepneys sont très polluants. Yildiz a pu le voir quand elle est venue aux Philippines. Lorsque le gouvernement central des Philippines a décidé de supprimer progressivement les jeepneys traditionnels du pays, les travailleurs de jeepneys ont réalisé que leur lutte pour maintenir leur activité était directement liée à la lutte pour une transition juste. Les jeepneys traditionnels sont le moyen de transport le moins cher aux Philippines. Mais en raison de leur moteur diesel, ils sont une cause majeure de pollution de l'air dans les centres urbains aux Philippines. D'après les études, les jeepneys représentent à eux seuls 15% des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du transport aux Philippines, tandis que les véhicules à moteur comptent parmi les principales sources de pollution atmosphérique dans le pays. En 2017, le gouvernement a adopté une loi pour éliminer progressivement les jeepneys à moteur diesel et obliger les conducteurs à utiliser des véhicules électriques à la place. Le programme de modernisation des PUV, les véhicules d'utilité publique, a ordonné le remplacement d'environ 180 000 jeepneys utilisés depuis au moins 15 ans. Mais il manquait de mécanismes de soutien pour aider les conducteurs à remplacer leurs véhicules. Ce manque de soutien du gouvernement a déclenché des grèves, des manifestations dans tout le pays parmi les travailleurs et travailleuses de jeepney qui ont qualifié le programme de modernisation d'anti-pauvre et ont demandé une aide financière pour une transition juste. C'est pourquoi il est vraiment important d'entendre la voix des travailleurs et travailleuses. Donc, il a été accordé une période de 3 ans de transition pour que les conducteurs de jeepney puissent passer à des véhicules électriques ou des véhicules dotés de moteurs plus propres. Il faut également développer de nouveaux secteurs de l'économie conçus pour créer des emplois qui rétablissent l'équilibre du système terrestre. Par exemple, des emplois verts qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, des emplois qui permettent de régénérer la terre. Il est urgent de démanteler l'industrie de la guerre et de démanteler les infrastructures militaires, ce pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par la guerre. Et il faut réaffecter les budgets de guerre pour promouvoir une paix véritable. Il faut, pour répondre à la crise, garantir la protection des personnes les plus vulnérables. Les tempêtes tropicales, les inondations sont de plus en plus fréquentes dans les régions urbaines, notamment auprès des communautés les plus marginalisées des Philippines, qui sont exposées au risque de perdre leur maison, leurs moyens de subsistance. Il faut
se battre pour des logements qui soient également respectueux du climat, équipés de panneaux solaires. Les communautés de familles de colons informels qui sont relogés dans de nouveaux logements publics exigent que leurs maisons soient équipées de panneaux solaires pour pouvoir réduire les coûts d'électricité, accroître leur indépendance énergétique. Mais en raison des coûts élevés liés à l'installation de panneaux solaires dans les maisons, les autorités locales hésitent à soutenir les demandes des syndicats, ce qui limite le succès de cette campagne. Il faut obtenir des fonds des collectivités locales pour garantir le passage à l'énergie solaire pour les logements publics. Et c'est un défi majeur. Il faut également renforcer les capacités des communautés dans les zones côtières et celles qui sont particulièrement vulnérables aux catastrophes. Pour garantir la prévention et la réponse à la traite des êtres humains et la prostitution, mettre en place des groupes de surveillance communautaire pour les femmes touchées par les catastrophes, notamment se baser sur les droits, tenir compte de la dimension du genre. Les formations comprenaient des cours d'autodéfense. On a vu une diminution importante des cas de violence contre les femmes en s'appropriant leur corps et leurs espaces en tant que non-marchandises, comme la nature. Elles se sont également élevées au rang d'autorité communautaire locale. Elles ont demandé des comptes aux auteurs de violences et réclamé leurs droits à l'État. En mobilisant des ressources pour leur protection, les femmes ont également quitté des situations de violence et ont commencé à reconstruire leur vie en vue de l'autosuffisance. Avec les survivantes de violences à l'égard des femmes, nous mettons en place des jardins communautaires. Nous préparons collectivement de la nourriture. Nous avons mis en place des garde-manger collectifs pour contribuer à des alternatives à la production industrielle, agro-industrielle. Nous pouvons compter sur des mouvements populaires tels que la Marche mondiale des femmes pour ancrer les actions et les cadres de travail dans la lutte contre la crise climatique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup pour cette contribution très importante à la cause féministe. Merci d'avoir partagé donc des exemples du travail mené par des mouvements populaires. Et merci d'avoir dit comment les personnes sont touchées par le changement climatique, en particulier les femmes, et comment ces personnes sont à l'avant-garde de cette démarche. Alors, maintenant, nous allons entendre nos sœurs de Nouvelle-Calédonie, où là aussi, les effets du changement climatique sont ressentis Alors, au moi, niveau je fais une notre mouvement. Bien souvent, il y a des coupures d'électricité, la connexion Internet n'est pas stable. Ceci en lien justement avec les effets du changement climatique en Nouvelle-Calédonie. Et certains pays sont plus vulnérables, ils sont moins connectés au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce webinaire, pour leur donner une plus grande visibilité, pour leur donner la possibilité de contribuer à cette discussion féministe au niveau mondial, au niveau international. Françoise Caillard est membre du Comité international de la Marche mondiale des femmes. Elle représente la région Asie-Pacifique. Elle est accompagnée d'autres sœurs, Sonia Tonia, en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Françoise. Voilà, à toi la parole, Françoise. Merci, Yeludis. Merci, Yeludis. Attends, connexion Internet. C'est bon, là? Est-ce que c'est bien pour moi? Could you please Il y a un écho. that you open Bon, je Zoom me because your déplace. voice is Est-ce que ça va, now là? is little bit confusing. Si vous pouviez enlever peut-être le bruit de fond, c'est un petit peu confus. C'est mieux? Il y a un C'est écho. mieux, là?
Et là, c'est Il y a un mieux? écho, peut-être que 2 appareils sont allumés. Maintenant, c'est mieux. C'est mieux maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Yeah. Oui, on t'entend. On Oui, vous entend. on vous entend parfaitement, c'est beaucoup mieux. D'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Merci, Ludis. Pour ma partie, je vais parler plus sur la situation de crise climatique dans la région Océanie. Ma sœur Sonia, elle interviendra directement sur les problèmes de climat. Alors, concernant la thématique de la crise climatique et les interventions féministes, nous avons vu que la crise, telle qu'on l'a définie, c'est une crise qui est qui amène un grand bouleversement. Donc, pour nous, la crise est-elle seulement climatique? Nous pensons que cette crise, elle est diverse. Donc, j'apporte un point de vue féministe plus politique dans le cadre de cette crise qu'on appelle crise climatique. Mais avant, le cadre de mon intervention, je voudrais le dire, qui se situe dans une approche de décolonisation et de déconstruction patriarcale. Je voudrais d'abord vous situer l'Océanie. L'Océanie est une des régions les plus vastes du monde. C'est un continent discret et pourtant riche en culture, en tradition et en biodiversité. Il comprend actuellement 25 pays répartis en plusieurs régions. Il y a la Polynésie, la Mélanésie, la Micronésie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Calédonie, par exemple, se situe en Mélanésie, comme les îles Fidji, Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu. La Polynésie, ça concerne les îles Cook, Pitcairn, Niue, Polynésie française, Samoa, Samoa américaine, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis et Futuna. La Micronésie sont des États fédérés de Micronésie, Guam, les îles Marshall, les Kiribati, Marianne du Nord, Nauru et Palau. Et donc, vous avez une photographie de ce que ça représente l'Océanie. Donc, parmi eux, 14 pays sont indépendants, tandis que 3 pays francophones sont sous tutelle française. La Polynésie française, donc ou Tahiti, plus populaire, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. Alors, quand on parle de crise climatique, nous voudrions dire que nous sommes dans un déchaînement de crises successives en Océanie. Pour nous, une crise en chasse une autre. Certains parlent aujourd'hui de permacrise, tellement que la crise devient permanente. Après 2 ans de pandémie, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui survient, puis près de nous, c'est les tensions entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan, avec en toile de fond toujours les impacts du changement climatique. Donc, dans un monde aussi anxiogène, les Océaniens ont de plus en plus de difficultés à trouver du sens à cette masse de crises qui sont bien souvent importées. Ils essaient tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu. Donc l'Océanie a toujours été confrontée, comme je le disais, à de multiples crises, la plupart d'origine extérieure. Elles sont d'ordre sanitaire, comme par exemple, il y a eu une crise à l'arrivée de la colonisation, une crise importante de la rougeole,
qui a décimé une grande partie de la population autochtone kanak. Et de nos jours, on assiste à une crise sanitaire encore. Il y a eu récemment le Covid, où là encore, des centaines d'autochtones en sont morts. Ensuite, on a ce qu'on appelle aussi la crise sociale, où le colonialisme a marginalisé les populations autochtones qui continuent à subir du racisme, de l'exclusion et qui sont aussi confrontés à des inégalités de tout genre. On a aussi eu la crise identitaire et qu'on continue à en être victime. C'est cette misère culturelle qui donc touche une grande majorité de jeunes par un manque de repères, puisque tout a été déstructuré par un ordre nouveau qui est donc l'ordre colonial. Et donc, on a eu aussi, bon, comme je le disais, une crise politique où le colonialisme a fait énormément de dégâts. Et aujourd'hui, on peut le dire, on est dans une phase de néocolonialisme, voire d'impérialisme, sur fond de menaces de conflits armés dans notre région. Et donc, on est aussi face à une crise économique où les populations océaniennes sont en dépendance alimentaire de l'extérieur et enfin aussi en crise climatique, comme c'est le sujet d'aujourd'hui, où on sait qu'il y a une insécurité physique humaine qui est désormais réelle. Donc, notre approche féministe de la crise climatique ne peut donc être dissociée des autres crises dites d'importation subies par les populations océaniennes. Pour nous, le changement climatique n'est qu'un multiplicateur du stress distillé par les enjeux et les stratégies politiques du capital. Les Océaniens sont devenus des consommateurs, non seulement de produits manufacturés et énergétiques, produisant du CO2, mais aussi consommateurs, malgré eux, de moyens de défense de leur territoire menacés de terrorisme, selon ceux qui veulent nous protéger. Cette politique d'assistance généreusement conseillée développe une dépendance très forte aux aides extérieures. Par exemple, le mois dernier, les États-Unis viennent d'octroyer une enveloppe de 99 milliards de dollars aux Océaniens à travers le Forum des îles du Pacifique. Les 16 dirigeants des pays océaniens se sont retrouvés à Washington afin d'évoquer, entre guillemets, d'évoquer les questions de développement, de relations économiques et de changement climatique et discuter des relations stratégiques. Selon un communiqué de la présidence de la Polynésie française, les États-Unis ont réaffirmé au plus haut niveau leur volonté forte de soutenir le développement des membres insulaires du Forum des îles du Pacifique. Ils ont présenté plusieurs des initiatives existantes et des mécanismes économiques, financiers à leur disposition. Et ensuite, les discussions autour du changement climatique ont quant à elles été le fait d'un plaidoyer pour une alliance forte et renouvelée avec les pays du Pacifique afin de faire avancer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat à la COP 27
en soulignant le poids moral des pays océaniens sur le sujet. Et c'est ce qu'indique ce communiqué qui nous semble très important puisque ça nous donne bien une définition de la stratégie des pays protecteurs, entre guillemets, de l'Océanie. Et les solutions, on voit bien que c'est proposé au-delà de notre région. Nous sommes donc sous couvert de ces grands États pollueurs, mais aussi dispenseurs de solutions. On voit bien là la stratégie paternaliste envers les peuples océaniens au motif de les sécuriser aussi bien en matière de lutte contre le réchauffement climatique qu'en matière de développement économique. Et ici, en océanien, on voit de plus en plus de militarisation liée à la protection de l'économie, du capital. La sécurité est devenue le leitmotiv de la présence militaire accrue dans notre région, soi-disant pour protéger les zones maritimes exclusives, mais en réalité, c'est pour faire face à l'influence grandissante de la Chine. On constate que dans la gestion de ces deux crises, et même voir les autres crises, mais pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le climat et la sécurité, les pays du Pacifique, de l'Océanie en particulier, sont de plus en plus dépendants des grands États qui les entourent et les colonisent ou les recolonisent. Les pays océaniens sont réduits à avoir un poids moral, seulement moral, dixit l'envoyé spécial du président Biden pour le climat John Kerry, avoir un poids moral dans la COP 21. C'est pourquoi notre approche féministe de la crise climatique doit être analysée dans une approche globale, prenant en compte toutes les crises agitant la société océanienne actuelle. Comment le défi que nous nous lançons en tant que femmes, en tant que féministes, comment les femmes océaniennes pouvons-nous contribuer à la préservation de notre environnement naturel et culturel et à la défense et à la préservation de la paix dans notre zone géographique? C'est la question, c'est notre préoccupation. Et nous essayons de trouver des solutions, car nous savons que partout dans le monde, les femmes forment le groupe social le plus durement touché par la violence due au réchauffement climatique et par les conflits armés, et ce, principalement en raison de leur genre. Il en est de même ici en Océanie. Ce sont les hommes qui sont au poste de commandement des affaires, tandis que les femmes, bien souvent, sont trop mises à l'écart des discussions et des dialogues. Donc, en tant que citoyennes océaniennes, nous ne voulons pas rester des actrices passives sans résistance. Nous nous lançons un défi de résistance. Mais, comme vous le voyez, la difficulté, c'est qu'on est sous une charpe de plomb, sous, je dirais, la mainmise des États sur l'Océanie, des États de puissance capitaliste. Donc, nous pensons qu'il y a une voie possible d'introduire, enfin, en tous les cas, de permettre aux femmes de participer à ces espaces de dialogue, c'est de s'approprier, nous semble-t-il, les instruments internationaux que tous ces grands États
qui nous gouvernent, les grands États comme les États-Unis, la France et bien d'autres. C'est des instruments internationaux qui donc nous permet finalement de revendiquer notre place dans ces espaces de discussion pour la résolution de ces crises. C'est bien sûr se baser sur la déclaration de Beijing, la recommandation article 30 du comité CEDEF, la résolution 1325 du Conseil de sécurité, l'accord de Paris sur le climat et le plan d'action pour le Pacifique. Ces instruments internationaux pourraient être pour nous des opportunités, dans une certaine mesure, bien sûr, pour nous permettre de nous introduire la parité, c'est-à-dire permettre aux femmes d'être sur la même table à égalité hommes-femmes avec les hommes, et apporter une approche genre dans les discussions et décisions relatives aux crises climatiques ou militaires que traverse actuellement notre région. Donc, voilà la solution que nous avons trouvée, étant donné que nous sommes des petites îles, des petits pays qui subissons finalement tout ce qui est apporté de l'extérieur en termes de crise, et que nous sommes finalement dirigés, on va dire ça comme ça, toujours par ces États pollueurs, par ces États militaires, et que il me semble que les Océaniens n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Donc, pour nous, les femmes, il est temps qu'on se mette en résistance, et pour cela, on va s'appuyer sur ces instruments internationaux. Et enfin, pour finir mon exposé rapide, je dirais que les crises renforcent les rapports de hiérarchie et d'oppression. En tous les cas, c'est ce que nous vivons ici en Océanie. Et donc, nous avons le devoir en tant que féministes de créer des alternatives citoyennes et féministes pour que finalement notre océan bleu, qui est donc l'océan Pacifique, l'Océanie, continue de nous combler de ces merveilles et qu'il puisse être légué intact aux générations futures. Donc, appelé à vivre, nous le souhaitons vivement, et c'est notre défi, vivre dans une région sans conflit ni guerre. Voilà pour ma partie. Merci de m'avoir écouté. Thank you very much, François, Merci for beaucoup. Merci, Françoise. Merci d'avoir été la porte-parole des femmes et des personnes des petits pays de la région Océanie. Merci d'avoir mis en lumière le rôle joué par l'impérialisme dans cette crise, le rôle de la militarisation, et nous sommes fiers de pouvoir nous qualifier de mouvement anti-impérialiste, mouvement féministe anti-impérialiste. Il est vraiment crucial à l'heure actuelle de nous opposer à l'impérialisme et à son pouvoir militaire aux quatre coins du monde, en particulier dans cette région. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la militarisation à tous les niveaux est en train de détruire la Terre, contribue à une crise climatique. La guerre, la militarisation joue un rôle clé dans la crise climatique. Nous l'avons toujours dit, nous le disons clairement. Et donc, il faut que la militarisation cesse de contribuer à cette crise. Donc, on ne peut pas militariser la lutte contre le changement climatique, alors que c'est la cause, c'est une des causes. On ne peut pas étendre la présence des armées. On ne peut pas accroître la production d'armes, de technologies militaires, de technologies de guerre. Aujourd'hui, c'est l'industrie qui pollue le plus l'environnement. Donc, nous le disons clairement,
nous nous mobilisons contre cet état de fait. Nous dénonçons ce système qui souhaite, soi-disant, proposer des solutions au niveau international. Nous avons également notre sœur Sonia de Nouvelle-Calédonie qui est présente. Alors, on souhaite vraiment entendre davantage cette région. On souhaite permettre à nos sœurs de parler de leur situation au niveau international. Bonjour Sonia, à toi la parole. Bonjour à tous. On souhaitait donc partager avec vous donc un PowerPoint, mais je ne sais pas. Il faut l'animateur. Il y a une indication comme quoi l'animateur a désactivé le partage d'écran avec les participants. You can share. You can share, Sonia. I will. Oui, allow- Sonia, tu peux partager ton écran. Pinar va te donner la possibilité de le faire. Donc, pour ne pas perdre de temps, je pense que bonjour, merci à la Marche mondiale Sonia, des you can share it now. Normalement, ça devrait fonctionner maintenant. Tu devrais pouvoir partager ton écran. Bon. Pour ne pas perdre de temps, je vais continuer donc je vais commencer donc mon intervention. Merci donc à la Marche mondiale des femmes d'offrir l'opportunité à l'Union des femmes francophones d'Océanie de pouvoir donc venir donner sa position concernant la justice climatique. Hein. On a vu dans les propos, on a entendu dans les propos de Farah à quel point donc les femmes en Océanie sont triplement donc victimes des injustices en matière de climat et de lutte contre le changement climatique. Pour ce qui est de l'Union des femmes francophones, les actions féministes que nous avons pu organiser sur le terrain consistait donc à faire entendre, parce que nous avons aussi été victimes des mécanismes de financement qui n'arrivaient pas concrètement à servir et à agir pour lutter contre les problèmes du changement climatique et pointer exclusivement donc le genre et les femmes. Juste comme ça pour vous citer un exemple, lors de la COP 21, nous avons eu donc la visite de personnalités de l'État français ici en Nouvelle-Calédonie, l'Union des femmes francophones avec l'Association des femmes autochtones de la tribu de Quatre-Coins. Nous avons dû organiser une manifestation pour dénoncer que les financements qui ont été attribués à la Nouvelle-Calédonie pour lutter contre le dérèglement climatique impactant donc les femmes dans un village, on a dû donc manifester donc pour dénoncer ça, pour obtenir un pont qui permettait donc aux enfants de la tribu, aux enfants du village, de se rendre à l'école après de fortes pluies, mais aussi un pont nécessaire qui maintenait donc la sécurité au niveau de la santé pour tout l'ensemble de la tribu. Alors, on voulait aussi dénoncer les priorités en matière d'injustice dans le changement climatique, pour la lutte contre le changement climatique, parce qu'à côté de ça, on a trouvé des financements pour apporter Internet à la tribu et pas de pont qui permettait aux habitants de la tribu de se rendre à l'hôpital pour se soigner. Donc du coup, c'est pour revenir aux propos dénoncés par Farah, c'est que l'Océanie, et en particulier les femmes en Océanie, on est victime de tous ces mécanismes. Tout à l'heure, Farah donc a mentionné
mentionné donc, des grosses sommes d'argent qui sont déversées dans le Pacifique. Mais tous ces mécanismes de financement ne mesurent pas l'impact directement auprès des autochtones et comment dire, du village. Ça transite par un schéma, par des mécanismes de financement qui monopolisent les financements pour l'analyse des données, la production de données, la publication des données, mais pas réellement donc l'action concrète qui va améliorer la condition de femmes qui subit donc le dérèglement climatique. Comme par exemple, voilà, donc là, on arrive à emmener l'exemple que je vous ai donné, on a réussi à emmener Internet dans un village, mais on n'a pas été capable de trouver les financements pour offrir donc un pont et une route sécurisée pour donner l'accès aux enfants à l'école et aux femmes aux soins. Un autre exemple aussi sur le déversement de toute cette manne financière qui vient donc gangréner les grands discours qu'on entend dans les rassemblements internationaux, hein, qui parlent de changement climatique, hein, régionaux, internationaux, le financement la lutte contre comment ça s'appelle? La lutte contre la montée des eaux. Donc, l'Océanie, ce ne sont que des petites îles avec des petites populations qui sont les plus vulnérables et les plus comment dire, oui, les plus vulnérables. La montée des eaux donc va forcément donc nous amener les États du Pacifique à organiser des déplacements de population. Tout à l'heure, donc Farah a précisé que le déplacement de population nécessite l'attribution d'un nouveau foncier avec un statut foncier sécurisé. Et quel mécanisme on met en place pour vérifier que la femme, elle est bien prise en compte dans la réattribution de ce foncier-là en cas de déplacement de population. En Nouvelle-Calédonie, donc l'accès au foncier pour les femmes autochtones n'est pas égalitaire à celui de l'homme. C'est l'homme qui a le monopole et qui a c'est un système patriarcal. Donc, qui dit système patriarcal, le foncier donc est possédé et l'autorité qu'il y a sur ce foncier-là, il est attribué à l'homme. Et en cas de déplacement de population, comment est-ce qu'on vérifie que les femmes, elles ne sont pas victimes encore d'un autre système, alors qu'il y a des masses financières qui vont arriver pour aider donc les politiques publiques à organiser des nouveaux espaces d'habitation. Ça, c'est aussi un des points que nous avons noté et que nous avons donc le cœur à trouver donc des solutions et plaider auprès des personnes concernées pour prendre les bonnes décisions. Le troisième point que je voulais peut-être partager avec vous, avec la Marche mondiale aujourd'hui, c'est de se dire que la COP27 va arriver. Tous ces États vont encore parler de grandes masses financières qui vont se partager entre eux. Qu'est-ce que la Marche mondiale des femmes peut engager comme action de force pour leur dire qu'on ne sera pas victime une deuxième fois de ce qui s'est passé à la COP21? C'est que tous ces mécanismes et ces mécanismes de financement de politique de lutte contre le changement climatique n'est pas juste et encore moins juste pour les femmes. Je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci encore à la Marche mondiale des femmes d'accueillir l'Union des femmes francophones d'Océanie.
Membre de la marche mondiale. Membre de la marche mondiale. Nantok ka, di matulog ka. Kasi yung damit. Nagtaka ako bakit Hello? Allô, est-ce que Sonia, est-ce que tu as terminé? Oui, pardon, j'ai terminé. Je remercie encore la Marche mondiale des femmes d'avoir accueilli l'Union des femmes francophones pour cet échange ce soir. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à toi, Sonia. Merci pour cette super présentation. Merci d'avoir souligné tout ce que subissent les populations locales et en particulier les femmes. Maintenant, nous allons écouter la prochaine intervenante, Soka Handina Katsasunkana. Elle est directrice de l'Association des femmes pour la justice en Indonésie. Elle est à la tête de la Marche mondiale des femmes en Indonésie. Elle travaille sur différents programmes. Elle fait partie du mouvement depuis plus de 20 ans. Dina, tu as la parole. Merci beaucoup, Yildiz. Eh bien, je me lance. Alors, je vais vous présenter quelques photos pour mettre en contexte la situation en Indonésie ces 20 dernières années. Donc, au cours des 20 dernières années, on a assisté à la déforestation dans la région du Kalimantan, en Papouasie. En Papouasie, la couverture végétale correspond à 663 443 hectares. Et 71% de la déforestation a eu lieu en 2011 et 2019 avec l'ouverture de plantations de palmiers à huile sur une superficie de 339 247 hectares. 194 000 hectares ont été consacrés à des plantations de palmiers à huile, mais le reste de la superficie est dans un état dégradé. 50 à 70 millions de personnes autochtones vivent et dépendent des forêts. En Indonésie, 159 millions d'hectares de terre font l'objet de permis d'investissement de l'industrie extractive. Les sociétés privées détiennent 82,91% des terres et 29,75% des aires marines. Chaque année, l'Indonésie perd 680 000 hectares de forêts. Donc, il s'agit vraiment des chiffres de déforestation les plus importants en Asie du Sud-Est. Sur 105 cours d'eau, rivières, 101 sont dans des conditions de pollution modérée à importante. Entre 2013 et 2019, la superficie totale des plantations de palmiers à huile contrôlées par 25 conglomérats s'élevait à 12,3 millions d'hectares, dont 5,8 millions d'hectares sont des plantations de palmiers à huile. En 2018,
il y a eu 410 conflits liés à la terre. Sur une surface donc de 807 177 hectares qui concernait 87 568 familles autochtones. En 2021, le nombre de catastrophes en Indonésie s'élevait à 3034. Il y a eu des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des incendies de forêt, des sécheresses, des inondations, des glissements de terrain, des événements météorologiques extrêmes. En 2004, avec le tsunami Aceh, plus de 230 000 personnes sont mortes. C'est la plus grande catastrophe humanitaire jamais enregistrée dans le pays. Et puis, c'est une région Aceh qui est marquée par une forte militarisation. Donc maintenant, c'est une province spéciale où il y a beaucoup de discrimination à l'encontre des femmes. Il y a de nombreuses inondations en Indonésie, en Papouasie, à Aceh, au Kalimantan, à Jakarta, à Sumatra et au West Nusa Tenggara. High tide flood in Timbul Sloko village in central Java. The whole village sink all year round. Donc, With the water. nous pouvons voir que beaucoup de villages sont entourés d'eau et sont abandonnés, donc des installations. There is issue about the disaster management in Indonesia that our law has not fully protected women from gender-based violence. Donc, en ce qui concerne la question de genre également, ceci est assez compliqué. On est en situation de post-catastrophe dans différentes régions. Il y a beaucoup de taux de violence sexiste envers les femmes. Il y a également beaucoup de mariages forcés de jeunes filles. Il y a beaucoup de discrimination également faite envers les femmes. We face that only 5% of all the target. Il y a certains projets en termes d'égalité des genres qui sont en marche, qui ont été élaborés ces dernières années. On a besoin d'implications plus sérieuses de la part des gouvernements et des différentes communautés sur cette question. Car il s'agit d'une culture très patriarcale dans différentes régions. Donc, on a des problèmes sérieux dans la région. Merci beaucoup.
Thank you, Dina, for making it. Merci beaucoup pour ta présentation, pour avoir participé à cette réunion. Je sais que tu es bien occupé et que tu as d'autres réunions également. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Il est très important pour nous que tu sois là avec nous aujourd'hui. Il est bien clair que la crise climatique a apporté beaucoup de problèmes dans notre société qui vont bien au-delà de la simple crise climatique. Donc, merci beaucoup. Il nous reste juste un petit peu de temps avant d'arriver à la conclusion de notre webinaire. Nous avons des sœurs provenant de l'Afrique. Sophie Ogotu est là, elle vient du Kenya. Elle a été membre de comité international depuis bon nombre d'années. Elle est très active en ce qui concerne la crise climatique et les mouvements relatifs à la crise climatique. Elle s'implique énormément vis-à-vis de cette question. Donc, Sophie, nous aimerons bien écouter ta voix. Merci beaucoup à mes sœurs, à toutes mes sœurs pour être ici. Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de faire écouter ma voix. C'est toujours un plaisir de parler des questions qui nous affectent. Donc, en tant que sœur africaine, j'apprends énormément d'autres sœurs d'Asie. Donc, tout ce que vous faites est incroyable. J'apprécie énormément tout votre travail en Asie. C'est un processus qui prend du temps. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais dire que en Afrique, il y a les similaires, très similaires à ce qu'il y a en Asie. Les actions humaines ont bientôt apporté à des grosses crises climatiques, de même qu'une grosse perte en termes de biodiversité, tout ce qui a à voir également avec les bio et la nature. Donc, c'est très... Donc, ça fait peur, en fait, lorsqu'on voit des résultats. Donc, tout ce que les sœurs asiatiques ont exprimé aujourd'hui, je peux dire qu'en Afrique, on a les mêmes problématiques. Donc, on a des températures très élevées tous les jours. Il y a des crises également séculaires, des crises en termes alimentaires également. On ne sait plus où obtenir notre nourriture. Et ceci, bien sûr, apporte davantage de pauvreté. Et lorsqu'on regarde toutes ces données, je dois dire que notre situation en Afrique est très similaire à celle de nos sœurs en Asie. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que les femmes sont si intéressées en cette crise climatique, car c'est un espace très patriarcal. C'est vrai. Et pourquoi est-ce que c'est si patriarcal? C'est le système qui est patriarcal. Et les personnes continuent à se demander, mais pourquoi est-ce que les femmes s'intéressent tant à la crise climatique? La crise climatique continue à donc affecter des personnes de partout et essentiellement en ce qui concerne les femmes et les filles en Afrique. Elles sont encore plus touchées par cette crise climatique. Mais nos voix ne sont pas écoutées. On est ignorés. Il y a tant de réalités et d'effets négatifs en termes de crise climatique en Afrique. Mais personne n'en parle car c'est quelque chose qui normalement appartient aux hommes. On continue à construire et à développer le colonialisme et on continue à nous taire, nous les femmes. Et pourtant, les besoins des femmes sont pas écoutés. Donc, les femmes africaines sont laissées complètement seules, livrées à elles-mêmes pour se battre, pour faire face à la crise climatique. Mais petit à petit, les femmes sont en train de s'organiser. Il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de naître. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Jean des Philippines également. Elle nous a invités à continuer le travail et on doit continuer à nous organiser, on doit continuer à trouver des façons de préserver nos vies, de préserver notre environnement. On doit partager également nos connaissances indigènes. Il faut qu'on partage nos connaissances. Il est important d'avoir justement ces espaces où nous pouvons apprendre les unes des autres.
Il faut donc nous entraider. Ici en Afrique, il y a des espaces de féministes africaines qui partent également de crises climatiques, entre autres crises. Tout ce qui est associé avec ce qu'on appelle le vert est important et à voir, hélas, avec le colonialisme. Nous savons qu'il y a un modèle qui est suivi depuis des années. Ici, on nous invite à continuer notre consommation et voilà pourquoi il y a une exploitation exagérée de nos terres. Donc, on continue à avoir des destructions de nature. Donc, Afrique, Asie, nous sommes ici. Le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme et tout type d'oppression sont extrêmement néfastes pour nos régions et amènent à une grande crise climatique. C'est une crise climatique, certes, mais pas seulement. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? On a besoin de nous unir, mes sœurs. Voilà ce que nous devons faire. Et ça, c'est vraiment l'appel que je voudrais faire. Ici, c'est l'espace que nous devons donc en profiter. Je voulais vraiment être présente aujourd'hui pour justement me connecter avec vous, connecter notre pouvoir également. Ici, les régions parlent de leurs problèmes, mais on devrait donc être capable, grâce à ce type d'espace, à obtenir davantage de connaissances et à développer des activités ensemble. Donc, la seule façon de pouvoir en finir avec ces oppressions et créer une justice climatique peut se faire juste par l'union. On ne parle pas seulement de la crise climatique, on parle de sauver notre planète également. Il faut continuer à participer à ce type d'espace. Voilà pourquoi nous devons donc unir nos efforts et continuer le développement de mouvements féministes relatifs à la crise climatique. Il y a des questions que les gens continuent à se poser. Oui, le climat change, le climat change. Et pourquoi est-ce qu'on ne change pas, nous aussi, avec ce changement climatique? Nous devons générer des connaissances partant de notre agenda, de nos agendas féministes. Nous devons avoir davantage d'influence. Par exemple, si je donne l'exemple de ce qui se passe en Afrique, beaucoup de personnes… Donc, en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe au Kenya. Au Kenya, on a un nouveau gouvernement. La première chose qui a été faite par ce gouvernement, la première déclaration qui a été faite publique par ce gouvernement, qui a été dit par le président, est que on a besoin de couper les forêts, de déforester. Donc, on se demande, qu'est-ce que c'est que ça? Où sont les opportunités dont parle le président? Et après, un autre agenda a été préparé, que c'était important d'avoir de la nourriture, donc modifiée génétiquement pour pouvoir avoir davantage de nourriture. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cela? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ceci nous a vraiment mis en grande crise. Parce que si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, ils sont en train de travailler dur pour préparer leur agenda. Les États-Unis nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre sur notre table, ce qu'on doit manger. Et on ne pense pas au bien de notre planète. Ceci crée également beaucoup de violence envers les femmes si on résiste. Si on regarde en Afrique, par exemple. On a des femmes qui travaillent dur, qui font beaucoup de kilomètres à pied pour irriguer, par exemple, leur culture. C'est juste pour survivre, pour apporter à manger à leur famille.
tous les jours. Donc, il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour donner de la nourriture à nos enfants et pour qu'ils aillent après à l'école. Même les enfants font des kilomètres pour aller à l'école. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? Nos enfants laissent les écoles car c'est trop difficile. Ceci, donc, continue à rendre les femmes encore plus pauvres. Oui, je sais que ceci n'est pas mon espace, donc je vais essayer d'être rapide. Je voudrais juste finaliser. Donc, en ce qui concerne le changement climatique, il est vrai qu'on voit beaucoup de militaires autour de nous. Il y a beaucoup de militarisation. On en parle beaucoup. Donc, il est clair que ces militaires ont également beaucoup d'impact sur le changement climatique. Les données ne sont pas disponibles, donc on ne connaît pas les quantités. Donc, on voudrait également, on a lancé en fait une campagne pour diminuer les frais relatifs à la militarisation. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les femmes, on doit continuer à résister, on doit s'unir et résister au militarisme, au patriarcat également. Voilà pourquoi on doit résister, tout cela pour continuer à vivre, pour survivre. Nous devons donc continuer à travailler dans cette marche mondiale des femmes et je remercie bien sûr nos sœurs d'Asie pour avoir partagé leur expérience. Ceci était un espace merveilleux pour partager. Je voudrais qu'on continue à le faire car on doit construire ce pouvoir de la connexion. Donc, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et pour m'avoir invitée. J'ai vraiment apprécié, j'apprécie encore cet espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour t'être jointe à nous. Nous remercions également nos sœurs en Asie. Donc, nous avons organisé ce webinaire en fonction de l'horaire asiatique. Je sais que c'est très tôt en Afrique, mais merci beaucoup pour avoir participé, Sophie. Nous avons une autre sœur ici, il s'agit de Solange Koné, qui se connecte de l'Afrique également. Elle est une membre du comité international. Elle représente la région africaine. Bonjour Solange. Bonjour Yildiz. Bonjour à toutes nos sœurs. Effectivement, il est tôt en Côte d'Ivoire et j'ai donc dû vous rejoindre tard. Je m'excuse déjà. Il y a certaines sœurs que je n'ai pas pu entendre parler, mais je pense qu'en écoutant Sophie et que en lisant, en me documentant, je sais que la situation, qu'elle soit en Asie ou partout ailleurs, elle est vraiment en défaveur de la femme et ça me donne de pouvoir parler. Vous m'excusez, je ne pourrais pas mettre la caméra parce que je suis en voiture et j'essaye d'aller au bureau. Donc, je suis en voiture et je ne pourrais pas mettre la caméra. Merci pour ce webinaire important qui est organisé. Et salut à Yildiz qui n'était pas en Turquie depuis un moment et je pense qu'elle est revenue. Salut à toutes, salut à Françoise et à toutes les sœurs de partout. La COP se tient en Afrique, en Égypte, et je pense que ce doit être un grand moment pour nous. Moi, j'ai dû arrêter de fréquenter les COP parce que pour moi, on partait de COP en COP sans qu'il y ait véritablement de changement. Ça ressemblait à du tourisme que nous partions faire. Et comme quelquefois, on n'a pas le temps de faire du tourisme, moi, j'ai dû arrêter de faire certaines COP. Mais celle-ci se tient en Afrique. Elle se tient en Afrique et elle nous interpelle. On a évoqué ici tout ce qu'il y a comme impact des changements climatiques sur la femme.
Je voudrais revenir sur quelques éléments pour dire que l'impact du changement climatique sur la femme, il est général, mais je dirais qu'il est plus ressenti en Afrique. Parce que l'Afrique, avec le développement, le peu de développement que nous connaissons, les femmes ont encore des charges ménagères importantes. C'est la femme qui doit aller chercher de l'eau. Nous cuisinons encore sur du bois. La femme doit faire de l'agriculture paysanne. Elle doit pouvoir arroser ses plantes, etc. La femme, elle a des besoins importants en Afrique. Et si je reviens à la question de l'eau en Afrique devient de plus en plus rare. Et donc, ne serait-ce que pour les services ménagers, pour aller chercher de l'eau, il faut aller de plus en plus loin. Aller de plus en plus loin, ça veut dire que le travail est pénible pour les femmes qui sont en zone rurale. Pénibilité du travail augmentée. De sorte que dans la mesure où le travail est de plus en plus pénible, les femmes sont obligées de se faire aider par leurs filles. Et donc, la question de la scolarisation de ces filles se pose. La question de la sécurité avec les violences sur les routes, l'insécurité sur les routes. Écoutez les médias. Vous verrez que dans les pays où il y a les coups d'État comme le Burkina Faso, comme la Guinée, comme le Mali, les femmes, elles sont agressées en nombre important. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend, Solange. Il y avait des bruits parasites. OK. OK. Ben donc, je vais faire vite parce que je sais que vous êtes là depuis longtemps. Donc, je voulais juste évoquer le fait que la question du changement climatique, de par ses nombreuses implications, est pour la femme une situation qui est vraiment, comment on appelle, dommageable à sa vie, à sa sécurité, à son développement. Je voudrais prendre le cas de la Côte d'Ivoire aussi. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur, soi-disant, du cacao. Et ça veut dire que l'exploitation massive des terres, surtout les terres les plus fertiles, l'accaparement des terres est est une réalité en Côte d'Ivoire. Et comme déjà, du point de vue traditionnel, les femmes n'avaient pas droit à la succession sur la terre, vous comprenez que l'accaparement vient augmenter cette discrimination contre la femme. Au total, l'acquisition de la terre par les femmes paysannes pose de plus en plus de problèmes. On a eu ici une COP qu'ils ont appelée la COP 15 de la réhabilitation des sols parce qu'on a utilisé des fertilisants qui sont des fertilisants qui dénaturent la terre, qui font de nos sols des sols qu'on ne peut plus utiliser comme il se doit. Donc, cette COP entrevoit de réhabiliter ces sols. Nous posons le problème de la femme. Réhabiliter ces sols pour qui? Réhabiliter ces sols comment? Réhabiliter ces sols par qui? Quels seraient les droits de la femme sur ces parties qui seraient réhabilitées? Donc, au total, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations que nous avons et que nous voulons ramener du point de vue forêt, déforestation, du point de vue exploitation minière qui souille les eaux que les femmes prennent pour les travaux ménagers et qui augmente les maladies, genre cancer et tout le reste. Donc, vraiment, je voulais, à la suite de mes sœurs, poser ces quelques points. Comme nous sommes en fin de rencontre, je n'irai pas plus loin. Je voudrais seulement dire que la marche mondiale des femmes doit prendre sa place au cours de cette réunion de la COP. Je m'apprête à y être présente. Il serait peut-être important qu'on sache combien nous sommes à y partir et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Vraiment, je voulais vous dire merci pour tout
Et je suis fière des mouvements féministes, je suis fière de la marche mondiale et je suis fière de notre solidarité. Merci beaucoup et bonne journée. Thank you very much, Solange. Merci beaucoup, Solange. I ask their comments, Solange and Sophie, because they represent us. J'ai demandé à Solange et Sophie de prendre la parole parce qu'elles font partie du processus de la COP, donc les négociations sur la lutte contre le changement climatique. We can give some sisters to chance to speak out. Alors, je propose qu'on s'accorde quelques minutes pour prendre des questions ou des commentaires de la part des participantes, mais on est déjà en retard. Donc, je propose qu'on s'accorde 5 minutes, pas plus. Voilà, si vous souhaitez prendre la parole, si vous souhaitez soulever une question en lien avec le thème de la conversation, si vous avez un message à faire passer ou une proposition à soumettre au mouvement, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, vous pouvez participer. Salima Sultana du Bangladesh est également parmi nous. Elle aussi a siégé au Comité international de la Marche mondiale des femmes, représentant l'Asie. Merci à elle d'être présente. Y a-t-il des commentaires, des contributions? Salima prend la parole. Merci Yildiz, merci de m'avoir présenté, de m'avoir donné la parole et merci à toutes les sœurs ici présentes. Merci tout particulièrement aux organisatrices de ce webinaire. Je suis vraiment ravie de pouvoir parler de cette question. Comme vous le savez, le changement climatique, c'est une réalité qui touche plus particulièrement les femmes. Au Bangladesh, il y a beaucoup de migrations liées au changement climatique. Il y a beaucoup de réfugiés Rohingyas venus du Myanmar qui se sont réfugiés au Bangladesh. Donc, ces personnes ont été déplacées. Et il y a beaucoup de déplacés internes au Bangladesh, notamment des personnes qui vivaient dans les zones côtières du pays. Et donc, ce sont particulièrement les femmes qui sont touchées par le changement climatique et par ces migrations forcées. Donc, il y a des femmes qui se battent pour survivre au quotidien. Elles essayent de survivre. Elles essayent de trouver de quoi se nourrir et nourrir leur famille, notamment des coquillages, par exemple, des produits de la pêche. Mais le changement climatique, il peut avoir un impact direct sur les moyens de subsistance des femmes et donc sur leur survie même. Le changement climatique touche particulièrement les femmes, on l'a dit. Les femmes ne peuvent pas toujours partir de chez elles lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Elles doivent aider leur famille. Elles sont moins susceptibles de survivre, du coup, en cas de catastrophe naturelle. This kind of things actually affected women of this particular area. So climate change especially affected women's body and also le changement climatique a un effet donc sur les femmes et le féminisme
doit nous aider justement à protéger les femmes. Je pense que ce type d'initiative, ce type de mouvement, c'est vraiment superbe et vous avez tout à fait le soutien de notre organisation au niveau du Bangladesh. Merci beaucoup, Salima. Merci. Il y a eu plus de 45 personnes qui ont rejoint la conversation, entre 45 et 48 personnes qui nous ont rejoints, principalement des personnes basées dans l'Asie-Pacifique et l'Asie du Sud-Est. Donc, une forte participation de la région. Nous avons entendu différentes interventions. Mais d'après ce que j'ai entendu, eh bien, je crois qu'un webinaire, ça n'est pas suffisant pour nous atteler à cette question. Nous avons beaucoup de choses à évoquer, les savoirs autochtones, comme l'a dit Sophie, la nécessité de faire un partage d'expériences en la matière, tout ce qui est trait à la lutte contre le changement climatique, l'alimentation. Nous avons besoin de plus d'espace dédié à la question. Alors, ce webinaire, c'était un de ces espaces, mais nous avons besoin de plus d'espace pour pouvoir poursuivre et approfondir cette conversation, approfondir notre compréhension de cette question et développer, élaborer des propositions. Donc, nous n'en sommes qu'au début et l'idée, c'était d'apprendre à nous connaître, de définir un petit peu la problématique en nous focalisant sur cette région. Et en tout cas, nous allons poursuivre la discussion. Ça n'est qu'une introduction à ce débat. Merci beaucoup. Merci à toutes d'être venues. Alors, pour terminer, je tiens à dire que nous exigeons la justice climatique par opposition au concept de sécurité climatique proposé par les pays impérialistes. Donc, il n'y a pas de justice climatique sans féminisme. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été avec nous et j'espère vous voir en face à face dans d'autres espaces. Et avant de terminer, dit Pinar, je vous invite à allumer votre webcam pour qu'on puisse prendre une petite photo de groupe pour terminer ce webinaire. Merci beaucoup. Voilà, ça va prendre quelques instants.